Ah, gracias a Dios, salimos de estas Honduras. Buenos días, je suis Christophe Colomb. En arrivant en Amérique centrale, j'ai dit des trucs vachement profonds qui m'ont inspiré pour nommer la terre sur laquelle j'accostais. Et ouais, je suis comme ça, moi. Et du coup, cette terre, c'est le Honduras. Che. Oh, le badass. Ok, maintenant il faut changer de chapeau. J'ai l'impression que c'est pas la dernière fois que tu vas changer de chapeau cette vidéo. On spoil pas sur cette chaîne. Attends, je te recoiffe. Ah oui, recoiffe-moi. Attention. Salut les voyageuses et les voyageurs des livres! Vous l'aurez compris, aujourd'hui on part au Honduras avec une petite présentation de ce pays méconnu d'Amérique centrale et la présentation d'un livre et demi ainsi que d'une recette délicieuse. Ce pays, un peu plus grand que la Bulgarie, a pour pays voisin à l'ouest le Guatemala, au sud-ouest El Salvador et au sud le Nicaragua. Comme beaucoup de ses compagnons centra-américains, il a l'avantage de border à la fois la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. Colonisé par l'Espagne en 1502, le pays ne récupérera son indépendance qu'en 1821. Ouais, ça fait plus de 300 ans pendant lesquels les peuples originels tels que les Lancas, les Chortis ou encore les Tolupanes se sont vus dépossédés de leurs terres. Les Tolupanes. Ça se mange pas, hein. Et à sa sortie de la colonisation espagnole, le Honduras fera d'abord partie de l'Empire mexicain, puis des Provinces-Unies d'Amérique centrale. C'est qu'en 1839 que le pays sera vraiment indépendant. Mais hélas, il connaîtra ensuite beaucoup de guerres civiles et de coups d'État. Et ça nous amène à une guerre au nom des plus cocasses, puisqu'il s'agit de la guerre du football. En effet, en 1969, le Honduras et son voisin, El Salvador, ne s'entendaient pas du tout. Or, les deux pays ont dû s'affronter lors des matchs préliminaires de la Coupe du Monde de foot. Des violences en ont rapidement découlé, ce qui a cristallisé des tensions préexistantes, jusqu'à aboutir à une guerre qui a duré 4 jours. Bien sûr, l'origine n'est pas le foot, mais ce sont des tensions économiques et agricoles saupoudrées de manipulations médiatiques et politiques. Cette guerre, aussi appelée guerre de 100 heures, a tout de même conduit à 3000 morts, énormément de blessés et de dégâts matériels, donc pas cool du tout. En 2009, le Honduras a connu un coup d'État qui a conduit le pays à s'enfoncer dans un trafic de drogue à grande échelle. Au point même que le Honduras était considéré jusqu'en 2022 comme un narco-État. C'est-à-dire que toutes les institutions étaient pénétrées par les trafiquants de drogue, en particulier la police et l'armée, avec la complicité des élites politiques et économiques. Ajoutez à ça les cartels nommés les Maras, composés de jeunes hommes impliqués dans les trafics de drogue, le proxénétisme et j'en passe. Tout ça fait qu'aujourd'hui, le Honduras connaît un des plus hauts taux d'homicides volontaires au monde. Accessoirement, ils ont aussi le plus haut taux de meurtre de journalistes et de militants écologistes, alors que le pays subit une déforestation de masse ainsi qu'une forte pollution de ses eaux et ses sols. Oh bah d'habitude j'ai envie de faire des blagues, mais là c'est triste ton truc, hein. Oui. Elle plombe l'ambiance, la meuf. En tout cas, si vous êtes militant, pas sûr que cette destination soit idéale pour vos vacances. À l'exception peut-être des îles de la Bahia, vrai havre touristique aux plages de sable blanc et à la magnifique barrière de corail. Bahia, Bahia, la bamba. Parce que oui, le Honduras, malgré ses difficultés économiques et politiques, reste un pays magnifique. Entre la jungle, les montagnes, la culture autochtone qui tente de subsister, ses côtes maritimes, ses fleuves dont le Rio Coco le plus long de la région, et ses îles paradisiaques, ce pays a des atouts charmes. Comme John. Je vais te montrer mon Rio Coco, tu vas voir. Bon, ça n'empêche quand même qu'ils ont inscrit 2 trucs révoltants dans leur constitution, l'interdiction au mariage homosexuel et l'interdiction d'avorter. Même la prise et la vente de pilules du lendemain est interdite. Avant de passer à mes lectures et recettes honduriennes, voici 4 faits parfaitement inutiles pour briller en soirée. Attends, excuse-moi, on dit hondurienne? T'as vérifié ça? Oui. Hondurienne? Oui. C'est cool. Oui. 1. La ville de Yoro connaît un phénomène étrange, puisqu'une fois par an, il y pleut des poissons.
Et vous avez maintenant l'explication de pourquoi il y a des poissons dans ma bibliothèque. D'après les locaux, cette pluie de poissons serait un miracle religieux grâce à un prêtre qui aurait prié pour que le village ne souffre plus de la famine dans les années 1800. Alléluia! Amen. En réalité, il semblerait que cette pluie de poissons soit plutôt des poissons remontés des aquifères lors de grosses inondations. 2. La couleur du drapeau, ce beau turquoise, n'a été définie qu'en 2022. Auparavant, diverses teintes de bleu étaient utilisées. Par contre, les 5 étoiles au centre étaient déjà bien là, représentant les pays d'Amérique centrale, l'étoile centrale représentant le Honduras, bien évidemment. 3. Tegucigalpa, la capitale, accueille un des aéroports les plus dangereux au monde. En effet, il est très difficile de s'y poser car la piste est courte, les montagnes qui l'entourent obligent à faire des manœuvres complexes et pompons sur l'avion, il est en pleine zone urbaine. 4. Le terme République bananière est apparu pour la première fois pour désigner le Honduras. C'est là-bas que la Royal Fruit Company, une entreprise américaine, corrompait le gouvernement pour s'assurer d'obtenir les meilleures terres pour la production de bananes. Cet état de fait était d'ailleurs parfaitement assumé par l'entreprise, dont le président affirmait qu'au Honduras, il est moins cher d'acheter un député qu'une mule. Voilà, voilà. Il est maintenant temps de vous présenter ma lecture et demie. Tout d'abord, j'ai lu Effondrement d'Horacio Castellanos Moya. Cet auteur salvadorien est né au Honduras où il a vécu une partie de sa petite enfance. Son roman Effondrement se passe au Honduras et au Salvador, notamment quand on y suit la vie d'une famille hondurienne dont la fille va partir vivre au Salvador avec son mari salvadorien. Ça fait beaucoup de Honduras, de Honduriens, de Salvador et de Salvadoriens. Ce récit va notamment évoquer la guerre du football et les tensions entre les deux pays. Il s'agit d'un roman assez particulier pour plusieurs raisons. Déjà, il est en 3 parties aux narrations bien distinctes. La première partie m'a fait l'effet d'une pièce de théâtre en huis clos où on voit une femme et son mari se disputer. La femme, c'est la mère de famille, celle dont la fille se marie à un Salvadorien, et elle est franchement contre cette union. Cette première partie permet de découvrir ce personnage un peu cinglé. La seconde partie est épistolaire avec des échanges entre le père et sa fille. Cette partie était la plus intéressante pour moi car c'est celle où on découvrait les prémices de la guerre et les conséquences sur les Honduriens au Salvador. En plus, bien sûr, de continuer de nous montrer la vie de la famille et les tensions entre mère et fille. Puis la troisième partie était du point de vue d'un ouvrier travaillant pour la famille au Honduras des années plus tard. Il permettait de nuancer un peu la vision qu'on a de la mère. Et j'ai trouvé cette partie à la fois intéressante et touchante, mais aussi un peu longue. Moi, j'aime pas trop la mer parce qu'il y a du sable et ça se met dans les chaussures. Oui, c'est exactement l'effet que m'a fait cette mer. Du sable dans les chaussures. Et dans la culotte. Au global, c'était quand même un récit particulier, intéressant pour mon challenge, mais pas forcément un gros kiff de lecture. Il y avait aussi des représentations assez rétrogrades de la femme, des noirs et des homosexuels, avec l'emploi de quelques expressions bien cringe. Mais bon, je pense que ça correspondait à l'époque décrite, et peut-être à la mentalité de l'auteur, ça je sais pas, je le connais pas. J'ai ensuite lu La verticale du fleuve de Clara Arnaud. Enfin, lu, c'est un bien grand mot parce que j'ai abandonné ma lecture à environ 30%. Oui, exactement l'effet que m'a fait ce livre. Cependant, je tenais à vous en parler car il aborde des sujets très intéressants. Le point de départ du récit est le meurtre d'une militante écologiste autochtone qui s'était battue contre la construction d'un barrage hydroélectrique. L'histoire porte à la fois sur le procès, l'impact sur sa famille, mais aussi comment la construction du barrage continue malgré tout. Et notamment malgré le fait que les locaux s'y opposent, car la rivière touchée fait partie de leur système de vie au quotidien. Se pose aussi la question de la corruption autour de ce type de projet, ses impacts environnementaux sous le couvert d'un projet considéré comme écologique, puisque permettant de produire de l'électricité verte. Mais aussi un projet social, puisqu'il permet de créer de l'emploi localement. Bref, beaucoup de sujets très intéressants, mais hélas, un récit qui m'a beaucoup ennuyé. Tout était trop détaillé pour moi, et surtout, j'arrivais pas à comprendre l'intrigue. Il n'y avait pas vraiment de tension qui me donnait envie d'avancer. On sautait d'un point de vue à un autre et on avait beaucoup trop de détails sur la construction du barrage. T'es sûr que c'était pas juste un livre documentaire que t'as lu?
Mais même un livre documentaire, ça aurait été plus intéressant. C'est genre, tu sais, comme Arte, t'as envie de t'endormir parfois, mais c'est bien. C'est intéressant, mais ça donne envie de dormir. Oui, Ah c'était exactement la description de ce livre. Donc, bref, j'ai préféré abandonner, mais ce roman écologiste pourrait plaire à certaines d'entre vous, donc j'ai tenu à vous le présenter. Il se base notamment sur des faits réels, comme l'indique l'autrice en postface. Parce que oui, j'ai abandonné, mais je suis quand même allée lire la postface. Attends, tu crois qu'il y a que des meufs qui te regardent? Il y a majoritairement des meufs qui me regardent. Comment tu sais? Je sais. C'est écrit dans mes statistiques de YouTube. Parce que YouTube vous observe. Et on termine par la nourriture. Ça fait toujours plaisir. La nourriture hondurienne est très variée en fonction des régions, bien évidemment, mais on y retrouve pas mal de plats à base de haricots rouges, de bananes plantains, de bœuf, de tortillas, mais aussi en bord de mer, beaucoup de préparations à base de poissons et de fruits de mer. Pour ma part, j'ai décidé de cuisiner des baleadas. Ce sont des tortillas de blé dans lesquelles on met une pâte de haricots rouges, des légumes, des œufs et un peu tout ce qui nous chante à vrai dire. J'ai un peu galéré à faire les tortillas à la manière traditionnelle et à les faire rondes. Mais le résultat final était quand même très satisfaisant. Les tortillas étaient bien souples et délicieuses. À l'intérieur, j'avais préparé une pâte de haricots secs un peu improvisée pour lui donner des saveurs et de la tomate fraîche avec des œufs brouillés. On s'est régalé et on garde précieusement cette recette de tortillas de blé. Tirage au sort, tirage au sort, tirage au sort, tirage au sort. Et voilà, John vous a encore tout spoilé, parce que oui, c'en est fini pour le Honduras, et il est donc temps de tirer au sort le prochain pays. Ouh, qu'est-ce que ça va être? Ouh, l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est où? C'est en Afrique? Je pense que c'est pas très loin de chez nous, c'est plus proche que l'Honduras. Azerbaïdjan? Ouais. T'es sûr c'est en Asie? Ouais, c'est pas loin. Pour ce pays, n'hésitez pas à vous aussi lire un livre qui s'y passe ou à découvrir un auteur local et à cuisiner un plat. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez cuisiné, soit en message privé sur Instagram, soit vous trouverez mon email dans la description. Et à la prochaine vidéo, je présenterai à tous nos abonnés les meilleures réalisations que vous avez faites. Bravo! On verra si John participe. On verra si je participe, oui. Je trouve que je participe bien assez déjà. Oui, je pense que je suis d'accord avec toi, tu es assez présent actuellement. D'ici là, je vous souhaite un bon été, un bon Tour de France et à très bientôt. Ciao! Ciao! Oh putain, comment t'as fait? Ah, gracias a Dios, salimos de estas Honduras. J'ai mal prononcé. C'est dur ton truc.